Vivre chez soi, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'en vieillissant, c'est une phrase qui devient de plus en plus lourde de sens. Hein? On se comprend. Moi, en 2011, j'ai dû déraciner ma mère de sa maison qu'elle habitait depuis près de 40 ans et l'amener dans une résidence pour aînés non autonome. Alors, je sais pertinemment à quel point c'est une décision qui a été difficile à admettre de la part de ma mère, qui a été autonome, indépendante toute sa vie. Et je vous le dis là, nous avons regardé toutes les possibilités pour qu'elle puisse rester chez elle avant de l'amener dans une résidence pour personnes non autonomes. Donc, avant de faire le changement radical, parce que ça a été un changement radical dans sa vie. Alors, il est évident que les besoins, les capacités et les désirs doivent être passés au peigne fin avant de dire « est-ce que je reste ou est-ce que je déménage? » Hein? Vous savez la chanson? Alors, c'est ce que nos panélistes vont nous dire, de quelle façon ils ont choisi leur nouvel habitat. Je vais commencer tout de suite par vous présenter notre premier panéliste, qui est M. Pierre-Étienne Laporte. Il est sociologue et par conséquent, il s'est intéressé aux aînés et aussi aux politiques qui touchent le vieillissement. M. Laporte estime qu'il y a certains défis à vouloir demeurer chez soi, c'est sûr, surtout lorsque l'on est en perte d'autonomie. Il faut donc prévenir l'épuisement des proches aidants. Hein, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et deuxièmement, qu'en est-il de l'efficience des organismes de dispensation des soins et services? Est-ce que tous ces organismes-là donnent de très bons soins? C'est une question qui se pose. M. Laporte a déjà flirté avec la politique. Il a été élu député libéral dans Outremont à l'élection partielle de juin 1996. Il a également été réélu en 1998. Alors, c'est sûr qu'il connaît les nombreuses demandes des différents organismes reliés aux aînés. M. Laporte, la parole est à vous pour 10 minutes. Je vous remercie, madame. Moi, je ne veux pas vous entretenir d'une expérience personnelle. Là. Je vis toujours chez moi avec mon épouse, mais je voudrais examiner brièvement, là, dans le cadre des 10 minutes, des défis auxquels doit faire face une politique gouvernementale du vivre âgé à domicile. Donc, ça veut dire que si ces défis-là pouvaient être relevés avec succès, moi, je maintiendrais mon choix de vivre chez moi à domicile lors de mon 4e âge, faut-il dire. Le désir de vivre chez soi dans sa maison est largement partagé au sein du groupe des personnes du 3e et du 4e âge. Je peux comprendre ce désir compte tenu des recherches sociologiques les plus récentes sur la famille dans la société d'aujourd'hui. En effet, au cours des 25 dernières années, les connaissances sur la famille ont beaucoup changé. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, l'industrialisation et l'urbanisation galopante nous avaient laissé croire au déclin de la famille face à l'affirmation de l'individualisme moderne. Or, il s'est avéré, tout au contraire, que la solidarité familiale faisait preuve d'un regain de vigueur depuis les 20 dernières années. En plus des échanges d'aide financière entre les générations, sont apparus des échanges sociaux facilités par l'explosion des moyens de transport et de communication de toutes sortes. Pas étonnant donc que le désir de vivre chez soi et de vieillir dans sa maison se soit propagé. Mais, et c'est l'essentiel de mon propos, l'effectivité de ce désir, c'est-à-dire l'effectivité, c'est une expression qu'emploient nos amis les Français, on pourrait parler d'efficience de ce désir, et des politiques de sa réalisation n'en font pas moins face à de sérieux défis. Un premier défi auquel font face les pratiques de solidarité intergénérationnelle
relève d'une transformation fondamentale des marchés du travail avec la professionnalisation fulgurante du travail féminin. La conséquence évidente concerne la disponibilité des filles et des petites filles pour les tâches de proche aidante. La sociologie de la famille a de plus montré, mais mis à jour, un paradoxe sur cette question. En effet, compte tenu de la professionnalisation du travail féminin, on aurait dû s'attendre à un changement substantiel de la division du travail familial entre les hommes et les femmes. Comprenez bien, c'est-à-dire la répartition des tâches entre hommes et femmes, soit pour le ménage, la cuisine, on serait entendu que le partage traditionnel aurait changé. Or, plusieurs études ont montré au contraire que malgré l'entrée des femmes sur le marché du travail, les épouses continuent à assumer en grande partie, du moins dans le cas de ma génération, leurs tâches traditionnelles de mère et de ménagère. Il en résulte d'ailleurs un problème grave du point de vue d'une politique gouvernementale qui préconise le vivre âgé à domicile des personnes du 3e et du 4e âge, l'épuisement physique et émotionnel des femmes qui assument le rôle de proche aidante auprès de leurs vieux parents qui ont choisi de vivre à domicile. Ce phénomène a été observé un peu partout, sauf dans les sociétés avant-gardistes comme la Suède, la Norvège, la Grande-Bretagne, qui, dans le but de faciliter le vivre âgé dans sa maison, ont littéralement révolutionné leur marché du travail afin d'offrir à leurs proches aidantes, tout comme à leurs proches aidants, la flexibilité dont ils ont besoin pour concilier rôle professionnel avec leur lien de solidarité intergénérationnelle. Le pays le plus avant-gardiste à ce sujet-là, c'est la Suède, où vraiment là, on a prévu des régimes horaires adaptés, on a prévu des congés de travail adaptés. Donc, en vue de faciliter le vivre âgé à domicile, on a fait des transformations dans l'organisation dans les organisations de travail qui facilitent à la fois le travail des proches aidants masculins et le travail des proches aidants féminins. Également de l'aide, où est-ce que je suis rendu, le proche aidant, de flexibilité dont elles sont et ont encore pour concilier rôle professionnel et rôle de solidarité intergénérationnelle. Également de l'aide professionnelle est prévue dans ces pays afin de fournir des périodes de répit et de repos pour les aidants naturels. Donc toujours dans le but de prévenir l'épuisement, là, qui est un phénomène que dans la littérature sociologique et psychosociologique, on mentionne souvent, l'épuisement des proches aidants. Un deuxième défi est relié au premier puisqu'il résulte de la délocalisation des carrières professionnelles. On l'a mentionné tantôt, je pense que c'est madame qui l'a dit plus tôt. Comment prendre soin d'un parent âgé lorsque sa carrière et celle de ses enfants exigent de partir à l'étranger ou ailleurs, en région ou au pays? Les sociologues décrivent ce phénomène comme étant le rétrécissement de ce qu'ils appellent l'atome social d'aide. C'est-à-dire que dans cet atome social d'aide, il y a en fait moins de membres qu'avant, parce qu'il y en a un certain pourcentage d'entre eux qui sont partis, disons, qui sont partis à l'étranger ou qui sont partis vivre, même au Québec ou ailleurs, là, mais loin de la maison familiale des parents. Alors, on ne peut plus compter sur les frères et les sœurs, les amis, parce qu'ils ne sont plus disponibles, en tout cas moins disponibles, sauf dans les situations d'extrême urgence et encore. Encore ici, une aide professionnelle disponible doit pouvoir se substituer à celle qui fait défaut
dans l'atome social d'aide. Un dernier défi concerne la coopération qui doit exister entre tous les acteurs du vaste réseau de soins et de services. Or, l'effectivité de cette coopération requiert un apprentissage pour lequel une place de choix doit être préservée. Il faut que c'est très complexe, le réseau de soins à domicile, d'aide à domicile. Tout le réseau des affaires sociales est très complexe. Donc, il faut apprendre à coopérer. Il faut apprendre à se renseigner les uns les autres. En effet, la mise en œuvre d'une politique, quelle qu'elle soit entraînée, qu'elle soit, donne lieu à la formation d'un savoir-faire pratique qui doit être partagé entre tous les auteurs, les acteurs familiaux, professionnels et institutionnels. Minute. La dernière fois que je suis assisté à une conférence ici, il y a des gens qui disaient que vraiment, là, pour avoir accès à tous ces services-là, c'était tout un défi. Alors, savoir-faire pratique qui doit être évalué afin d'identifier ce qui est non seulement le plus efficace, mais le plus satisfaisant, y compris pour les bénéficiaires que sont les personnes âgées elles-mêmes. Au sein des sociétés bureaucratiques qui sont les nôtres, les obstacles à la coopération sont nombreux entre les divers niveaux d'intervention et les diverses catégories d'action, et une attention soutenue doit lui être consacrée si l'on veut que la politique gouvernementale actualise le désir qui lui a donné naissance. Merci beaucoup. Donc, merci, M. Laporte. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Maintenant, Mme Thérèse Boudreau-Dionne, qui est une retraitée de Pointe-Saint-Charles et qui a décidé de parfaire ses études récemment, d'une part au niveau collégial et ensuite à l'Université du troisième âge. Madame Boudreau-Dionne est très valorisée par ses réalisations, et elle a tout à fait raison d'ailleurs, et elle est aussi très impliquée dans la communauté. D'ailleurs, Madame Boudreau-Dionne a participé, dernièrement peut-être, à la réalisation d'un projet de logement adapté. Alors, j'ai bien hâte de vous entendre, Madame Boudreau-Dionne, sur ce projet de logement adapté. Merci beaucoup. Et merci d'être avec nous. Et oui, je pense que ce serait important de placer le micro juste devant pour qu'on puisse bien vous entendre. Parfait. Alors, vous avez 10 minutes. Alors, j'y vais avec le début du projet. Quand on a dit tantôt que j'étais beaucoup impliquée, nous sommes beaucoup impliqués. Parce que je suis ici au nom du Conseil des aînés de Pointe-Saint-Charles. Nous sommes un quartier solidaire et très participant dans toutes nos activités, beaucoup de projets. Le quartier de Pointe-Saint-Charles est un quartier complètement rénové, tout à fait nouveau, tout à fait qui inspire justement à l'engagement. Alors, je veux juste vous dire que le projet est parti justement du Conseil des aînés qui, lui, a commencé au début lorsque l'année des aînés a été proclamée. Je crois que c'est en 2000, c'est sauf erreur, si je me trompe. En 99, vous dites? Merci. Alors, en 99, pour être plus précise, l'année des aînés, le Conseil des aînés de Pointe-Saint-Charles a pris naissance. Et à partir de là, nous avons pris conscience de qu'est-ce qui existait pour nos aînés dans le quartier. On s'est rendu compte qu'il y avait 5 tours, c'est-à-dire des HLM. Et la qualité de vie de ces aînés-là se résumait, on peut dire, un peu, à un ascenseur. On a un ascenseur. Mon Dieu, qu'on est chanceux. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est des tours, puis il y avait ça. Il y avait quelques activités. Ça bougeait quand même. Il y avait des activités. Alors, nous, on s'est penchés sur ça, puis on s'est dit, où est-ce qu'on est rendu avec nos aînés dans le quartier? Et là, on a commencé à penser, quand on commence à être en légère perte d'autonomie, qu'est-ce qu'on va faire?
qu'est-ce que ça veut dire pour nous être en légère perte d'autonomie? Et là, il y a 2 personnes qui, une était moi-même et l'autre était ma cousine, qui était sur le conseil elle aussi et qui est malheureusement décédée aujourd'hui. Alors, elle était dans les 80 passés et moi, j'approchais mon 80. Alors, on s'est dit, c'est quoi la qualité de vie d'un aîné dans son intérieur? Qu'est-ce que ça veut dire? Et de là, on a, sur le coin de la table de la cuisine, on a commencé à écrire qu'est-ce que ça voulait dire pour nous. On a apporté ça au conseil et le conseil s'est penché en disant, c'est ça, ça va être l'objectif de l'année, de voir à une demeure pour nos aînés qui sont en légère perte d'autonomie. Et voilà, ça a pris naissance. On a dit, comment on nommerait ça, cet endroit-là? Et finalement, c'est une personne du Conseil des aînés qui nous est arrivée avec le nom « La Cité des bâtisseurs ». Et c'est sûr que ça paraît que c'est nous, les bâtisseurs. Mais non, c'était pas ça. C'est que le terrain qui nous était alloué, qui nous a été remis pour la construction de la maison, a été le début de la ferme Saint-Gabriel, où les filles du roi sont arrivées. Et c'est pour ça qu'on a nommé ça la Cité des bâtisseurs, parce que ce sont eux qui sont partis de ça. Alors, je vais m'orienter vers le financement, parce que ça a été tout un travail aussi. Laissez-moi vous dire ça. Alors, le financement, j'ai à mes côtés M. André Veccherena. Il faut que je prenne mon petit accent italien. Alors, le financement, André, qui m'a aidé dans ça, m'a dit, le financement, Thérèse, vient du projet de la SHQ, Société d'habitation du Québec. Ensuite, c'est une réalisation du projet pour la Ville de Montréal, qui, elle, bien entendu, coopère par rapport au terrain. Et ensuite, qui sous-contracte avec un organisme de notre quartier qui s'appelle Bâtir son quartier. Ça a un beau nom, hein? Parce qu'effectivement, on le bâtit, notre quartier à Pointe-Saint-Charles. Alors, avec tous ces gens-là, nous avons travaillé conjointement. Ils ont pris note de ce qu'on avait écrit sur le coin de notre petite table pour aller à la recherche des... comment on appelle ça? Des contracteurs? Oui. Des contracteurs, pour leur remettre ça en main et faire sûr qu'ils auraient suivi ces choses-là qui étaient pour nous très importantes. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'on voulait un milieu de vie qui nous permette de compenser la perte d'autonomie. C'est ce qu'on cherchait. Alors, je suis allée avec mes ascenseurs tantôt. Alors, c'est bien entendu qu'on a mis des ascenseurs. Il y a 115 logements. Alors, les logements sont divisés en des 3 pièces et demie, studios, quelques studios, et quelques 4 et demi. Alors, on a aussi pensé à des barres d'appui dans les corridors, la salle de bain, un logement qui est aménagé pour faciliter le déplacement, soit avec un fauteuil roulant ou quelque autre besoin qu'on peut avoir à ce moment-là. Et on a dit, il faudrait absolument intégrer, et ça fait partie d'un projet gouvernemental qu'on nomme le PAPA. Demandez-moi pas ce que ça veut dire, le PAPA, là. J'ai aucune idée. Mais je sais que ça fait... Personne âgée en perte d'autonomie. Bon, voilà. Personne âgée en perte d'autonomie. J'espère que je vais m'en souvenir. Parce que je suis en légère perte d'autonomie. Alors, tout ça pour vous dire que
on a dit qu'il faut briser la solitude. C'est bien beau d'avoir des beaux logements, c'est neuf, c'est encourageant, on s'en va là, c'est des choses qui nous aident à demeurer encore, à garder notre autonomie le plus longtemps possible. Alors, on a dit il faudrait organiser des choses de façon à ce que on ne va pas s'isoler dans ces logements-là. Alors, dans le projet PAPA, c'est entendu que les repas, ça va être le midi, 5 jours semaine, c'est obligatoire, sont servis dans la salle à manger en bas. Alors, voilà un moyen de socialiser. Lors du repas, tout le monde se salue, tout le monde est content de se voir. Et laissez-moi vous dire, pour ma part, que je suis contente de dire que enfin je vais manger avec du monde en avant de moi. Parce que là, je mange avec ma télévision en avant de moi. Parce que depuis que mon mari est décédé, je ne sais pas s'il y en a sûrement parmi vous qui ont connu ça, mais le syndrome de la chaise vide, je ne pouvais plus le vivre, j'étais plus capable. Je mangeais sur une petite table devant ma télévision, comme ça, il n'y avait pas de chaise vide à côté de moi. Un milieu qui permettrait de briser l'isolement, bon, on a parlé par rapport à l'effet du rassemblement du repas, 5 jours semaine. Ensuite, la possibilité de rencontrer dans l'immeuble, les possibilités à faire des activités. Et là, quand on parle possibilité à faire des activités, j'en ai entendu parler un petit peu ce matin quand on a parlé de ça. Et là, je me disais, mon Dieu, qu'on était dans la bonne ligne, qu'on était avant-gardistes, nous autres. Parce que là, quand on fait la sélection des gens pour rentrer dans notre maison, il y a une partie du questionnaire qui est sur le communautaire à l'intérieur de cette maison-là. Et là, on leur demande, pour vous, est-ce que c'est important d'avoir des activités? Et si oui, quelles sont vos activités préférées? Alors, vous pensez bien que les activités qu'il va y avoir à l'intérieur de cette maison-là vont partir directement des recommandations des gens par rapport à leur activité. Oh, il me reste 1 minute. Alors, ça permet aux personnes de se sentir aussi en sécurité. Parce que, quand je vous ai dit, j'ai à mes côtés le directeur, le directeur de la maison, c'est assuré qu'il va y avoir aussi quelqu'un qui va surveiller. Il y a des caméras, il va y avoir aussi des personnes responsables de voir à ce que les portes soient bien verrouillées le soir et tout ça. Tout ça pour apporter la sécurité et aussi le confort et aussi la fierté de dire « j'ai encore un autre bon bout où je suis capable encore de m'occuper de moi-même ». Merci beaucoup. Bon, alors, notre prochain panéliste, il s'est transformé soudainement parce que ça devait être Paul Champagne, qui est très impliqué dans sa communauté, mais qui malheureusement n'a pas pu être ici aujourd'hui. Par contre, il nous a envoyé son voisin. Et son voisin, ben, vous l'avez entendu un petit peu ce matin, c'est M. Claude Paré. Mais M. Paré va quand même nous parler de la formule qu'a choisie M. Champagne, puis je pense que ça va être assez facile puisqu'il l'a lui-même choisi. Donc, c'est une formule d'habitation de type copropriétaire avec implication des résidents dans le maintien et aussi l'embellissement des lieux, dont les tâches sont partagées entre les propriétaires selon leurs compétences. Ce projet est accessible aux personnes de tous âges. On a l'impression qu'il n'y a que des avantages dans ce type d'habitation et moi, j'ai bien hâte d'entendre ce que vous avez à nous proposer, M. Paré-Champagne. 10 minutes. Monsieur Paré-Champagne. Bon. Alors, rebonjour. Je remplace Paul Champagne, effectivement, qui est mon voisin. J'aurais préféré que c'est celui qui vienne vous parler parce que, de un, il est beaucoup plus âgé que moi. Et de deux, ça amène une expérience différente de celle que je pourrais vous livrer. Mais enfin, les
la copropriété que M. Champagne et que moi j'habite est une copropriété. On est 31 copropriétaires de maisons individuelles en rangée de 3 à 7 unités jumelées dans la ville de Sainte-Thérèse. Et la particularité de ce projet-là, qui existe depuis peut-être une vingtaine d'années, est que chaque propriétaire est propriétaire de son unité. L'unité est d'environ 1750 pieds carrés habitables, plus garage. Et il y a une copropriété horizontale pour tout ce qui est de la partie du terrain, avec des parties privatives. Donc, chaque copropriétaire a son petit lot de terrain, qui n'est pas très grand. Puis l'objectif, c'est justement de ne pas en avoir très grand, pour ne pas avoir à faire l'entretien de cette parcelle de terrain-là. Et les gens ont la possibilité de pouvoir communiquer par l'avant ou par les cours arrière pour accéder à un lieu qui est, c'est pas un centre communautaire, c'est une piscine communautaire, mais qui sert également de lieu de rassemblement pour différentes activités de socialisation, que ce soit évidemment pour la piscine, ou que ce soit pour des épluchettes de blé d'Inde ou des réunions d'enfants lorsque c'est disponible, parce qu'il y a des gens de tout âge qui l'habitent, des gens de 35 ans jusqu'à la doyenne qui, elle, a 89 ans. Moi, j'en ai 53. J'ai choisi cette formule d'habitation-là parce qu'à un moment donné, d'en parler en connaissance de cause avec les années, je me suis dit que l'habiter, ça serait peut-être pas une mauvaise idée non plus. Mais il y a des gens qui ont des communautés d'intérêt, des fois, qui peuvent être différents, mais il y a une notion de... C'est pas juste une notion de... C'est pas une coopérative, c'est pas un OSBL, c'est vraiment une copropriété où l'implication sociale est vraiment importante. Donc, mais qui est non obligatoire. Donc, si quelqu'un, comme moi j'ai été impliqué les 2 premières années, un au niveau de la peinture, parce que je vous ai expliqué ce qu'il y en est, puis un autre, Paul a été impliqué au niveau du conseil d'administration pendant 6 ans, parce qu'il y a un conseil d'administration, il y a des règles de vie, il y a des règles architecturales aussi extérieures. Fait que vous ne pouvez pas décider que demain matin, vous voulez avoir une porte rouge alors que c'est des portes brunes. Bien, vous avez le choix des couleurs que vous voulez en autant que ça soit brun. Fait que, Ford avait dit ça pour ses modèles des automobiles. Choisissez la couleur que vous voulez à condition qu'elle soit noire. Bien, nous autres, il y a des règles qui sont très strictes. C'est le brun commercial, puis vous ne pouvez déroger alentour de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de chicane sur savoir qu'est-ce que le voisin va faire. Puis c'est quasiment rassurant également de savoir que votre copropriété ne viendra pas perdre de la valeur à cause d'un goût qui pourrait être très différent d'un voisin de l'ensemble de la communauté. Alors, ça s'appelle l'Association des résidents de terrasse Sainte-Thérèse. Comme je vous ai dit, c'est une copropriété, c'est une maison individuelle sur une copropriété de terrain avec partie privative, avec également terrasse. Donc, il y a une terrasse de peut-être 15 pieds par... c'est à 22... Les unités ont 22 pieds de large par à peu près 35 pieds de profond. La terrasse a peut-être une quinzaine de pieds par à peu près une dizaine de pieds. Plus, après ça, c'est du terrain. Des fois, il y en a qui ont des terrains un petit peu plus grands, dépendamment de la forme également du terrain. Il y en a qui sont en pointe de tarte. Il y en a d'autres qui vont avoir une haie de cèdre en arrière, fait qu'il y a moins de terrain disponible. Le conseil d'administration est formé de 5 à 7 membres, tous des résidents du complexe. On voit la saine gestion des opérations, la formation des comités, parce qu'il y a un comité des fleurs, donc ceux qui ont un intérêt de s'occuper des fleurs, ils vont avoir ce comité-là, donc le comité d'embellissement, parce que l'endroit est très beau, c'est des bénévoles, enfin, c'est nous qui s'en occupons, mais on s'en occupe à la mesure qu'on a un intérêt de s'en occuper. Exemple, s'il faut rebrasser à terre avec un rotoculteur ou avec de la machinerie lourde, vous comprendrez que tout ça est délégué. Donc, les affaires qu'on n'aime pas, on les fait faire par des sous-traitants, puis les affaires qu'on aime, bien, on les fait nous-mêmes. Et la même chose pour la piscine. Il y a un comité.
qui n'est pas restreignant. J'en ai déjà eu une piscine avant ça, puis c'était bien fatigant, une piscine, parce qu'il faut que tu t'en occupes plus souvent que tu te baignes. Mais là, la beauté de cette situation-là, c'est que si tu as le goût d'y participer, bien, il y a quelque chose d'un peu zen à t'en occuper en autant que ça ne devienne pas une contrainte. Fait qu'on est 5 copropriétaires à gérer la piscine, puis bon, ça nous fait une occasion de parler le matin entre nous là, de ce qu'on aura de nos vies, de nos affaires personnelles, de nos affaires professionnelles. Alors, il y a un comité de modification aussi. Donc, quelqu'un qui va porter des modifications doit les soumettre au conseil d'administration qui, lui, dit si ces modifications-là sont acceptables ou non acceptables. Et si, exemple, quelqu'un décidait de faire des modifications qui sont non acceptables, il doit les défaire et il y a une pénalité de 50 $ par jour s'il ne les défait pas. Et ce genre de réglementation-là doit être extrêmement strict parce qu'il y en a toujours des smats qui pensent qu'ils sont capables de pouvoir s'en tirer. Malheureusement, ils ne s'en tirent pas. Parce que sinon, vous perdez le contrôle. Puis les gens qui ont choisi ce type de communauté-là savaient d'avance dans quelles contraintes ils se lançaient. Et il y en a qui vont préférer ne pas la choisir parce que c'est trop restreignant, mais il y en a d'autres qui vont l'apprécier grandement. Donc, les services de base fournis par l'association, l'entretien du terrain, le déneigement des entrées, l'entrée de garage et l'entrée qui conduit à la maison, toute la comptabilité, secrétariat, la peinture extérieure, donc tout ce qui est brun, là, bien là, ça, c'est payé, que ce soit la porte d'entrée, porte de garage ou balcon arrière, l'entretien des gouttières, l'entretien des cheminées, parce que chacun, on a des foyers. Et les coûts sont vraiment extrêmement bas. Ça coûte 110 $ par mois pour avoir accès à tout ce que je viens de vous dire, plus une piscine. Les fleurs, c'est payé par le comité. Des fois, il y en a une qui a un chalet, fait qu'elle va ramener des fleurs, des vivaces, puis elle va les séparer, puis elle va les mettre un petit peu partout. Donc, bon. Les avantages, surface habitable à peu près 2000 pieds carrés. Moi, c'est combien de temps, moi, là? Il vous reste 2 minutes. 2 minutes, parfait. Alors, foyer intérieur, garage individuel, avec possibilité de mettre un auto à l'intérieur avec 2, parfois 3 autos à l'extérieur. Comme ça, c'est quand même pas restreignant. Le site est à peu près, on parlait ce matin de 500 mètres à pied de tous les commerces. Bon, évidemment, là, il y a un cinéma qui n'est pas loin, il y a 2 marchés d'alimentation, il y a une pharmacie, il y a un salon de coiffure, il y a l'autoroute 15 qui est à quelques minutes également. Il y a un parc. Enfin, c'est intéressant. Après, par contre, il y a des désavantages. La proximité, des fois, du voisinage, compte tenu que c'est des maisons qui sont des maisons en rangée, mais il y en a qui aiment moins ça parce que, bon, veut pas, s'il y a quelqu'un qui peut être envahissant, un tannant, il peut être tannant, puis on peut le voir souvent. Mais par contre, il y a un genre de code de bonne conduite qui fait que on n'a pas eu à vivre, puis je vous dis « on », là, parce que je parle au nom de Paul Champagne et de l'ensemble de la communauté, il n'y a pas eu de... Ça pourrait être un problème, mais ce n'est pas un problème qu'on a rencontré. Évidemment, compte tenu que c'est des maisons en rangée, il y a le désavantage de vivre, madame, vous parliez d'un ascenseur, bien là, c'est de vivre sur 3 paliers. Donc, quelqu'un qui aurait des problèmes de mobilité ou qui anticipe des problèmes de mobilité avec les années, il n'y a pas possibilité de mettre d'ascenseur. De toute façon, ça serait beaucoup trop coûteux. Puis, c'est des maisons en rangée, donc il n'y aurait pas un partage des ascenseurs disponibles. Fait que ça, c'est un peu un désavantage, le fait de vivre sur 3 étages. Puis, évidemment, c'est accepter les règles de vivre en communauté et de se faire restreindre certaines améliorations que nous, on pourrait considérer comme améliorations pour y vivre. Donc, je lis ça parce qu'il m'a donné les papiers ce matin. Donc, c'est fini. C'est fini. C'est parfait, c'est fini. Mais, merci, M. Paré. Je m'excuse d'être un peu maire fouettard, mais je pense que
Tout le monde va être content éventuellement. Alors, notre prochain panéliste est M. Claude Tessier, qui, lui, a un jour choisi de vivre dans une résidence pour personnes âgées ou pour aînés. Il est devenu locataire pour la première fois de sa vie, d'ailleurs, depuis un peu plus d'1 an. Vivre en paix et en harmonie avec son entourage les dernières années de sa vie active, c'était l'objectif de M. Tessier, puis je pense que c'est l'objectif de tout le monde, hein, qui a envie de vivre en harmonie et en paix avec soi-même et avec les autres. M. Tessier va nous faire profiter d'une thèse de maîtrise qu'il a rédigée sur l'influence de l'environnement sur le comportement des personnes. Nous dira-t-il qu'il est heureux ou malheureux du choix qu'il a fait en fonction de ses désirs, de ses capacités et également de ses besoins? M. Tessier, vous avez 10 minutes pour nous dire si ça vous va bien de vivre comme vous vivez depuis 1 an. « 10 minutes. Ça peut être long, mais ça peut être court. Surtout que le président fondateur de l'Observatoire est juste assis en avant de moi, puis il me regarde, là. Est-ce qu'il... Faites attention qu'il ne soit pas comme M. Breton. Ah oui, ah oui. Vous avez eu tellement d'informations depuis ce matin, moi aussi d'ailleurs. Et comme par hasard, à 5 heures, je suis un lève-tôt, à 5 heures, je voulais écouter les nouvelles. Et il y avait un panel animé par, je ne me rappelle pas de son nom, Mme Brazeau, je pense. Il y avait Jean-Marc Chaput, il y avait Mme Blais, l'ex-ministre des Aînés. Il y avait Jean-Marc Chaput, il y avait Jean-Pierre Ferland. Et savez-vous de quoi on parlait? Du vieillissement. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils ont souligné un aspect dont on n'a pas parlé ici ce matin. Et ça me paraît quelque chose de particulièrement important, surtout pour les gens qui décident d'aller vivre en résidence. Ce n'était pas mon cas au départ. Je cherchais une résidence pour ma sœur aînée. Et malheureusement, elle a été refusée parce qu'elle n'était pas suffisamment autonome. Alors, moi, j'ai aimé les lieux, surtout les lieux. Depuis que je suis là, je dois avouer que j'aime moins la direction de la résidence, mais c'est une autre chose. Alors, j'aurais plein d'histoires à vous raconter, mais faut s'en tenir au sujet. Alors, on a dit vivre ou vivre. Je pense qu'il y a, dès le départ, une distinction à faire entre habiter et vivre. Habiter, c'est, tu sais, un logement, là, j'en ai un qui est modeste, mais qui est confortable, puis qui fait mon affaire parce que j'ai un petit côté artiste. Et de mon appartement, tout ce que je vois, c'est une rivière et des arbres. Et c'est très inspirant. Mais pour le reste, je dois dire que j'ai eu de grandes déceptions. Je me suis dit, vivre, c'est aussi partager. Quand tu vois que des gens avec des cannes, avec des marchettes, des démarches hésitantes, c'est pas particulièrement intéressant. D'ailleurs, notre animatrice au téléphone m'a laissé entendre qu'elle pensait éventuellement à aller en résidence, puis elle s'est fait dire « T'es bien trop jeune, tu vas avoir des gens autour de toi qui sont vieux. » Soit dit en passant, pour moi, un vieux, c'est pas la même chose qu'une personne âgée. Les vieux, c'est des gens qui ont abdiqué. Quand on vieillit, on perd des choses. On perd des... Tu sais, moi, j'ai joué au hockey professionnel, j'ai été un lanceur de baseball, j'ai fait beaucoup de sport que je suis plus capable de pratiquer.
J'ai changé ça pour le bridge, puis les échecs, puis des choses comme ça. C'est peut-être un petit peu plus intellectuel, mais ça me convient. Et comme M. Paré le disait ce matin, les propriétaires de résidences, avec les années, vont devoir s'adapter aux besoins, en particulier des gens qui sont plus jeunes, qui vont peut-être vouloir davantage de choses. Chez nous, il y a une belle piscine, il y a une salle de billard, je pense qu'il y a 25 tables. Ça joue à la pétanque, même en hiver, parce qu'ils ont aménagé des espaces avec tapis à l'intérieur. Ça, c'est une chose. Mais je vais vous dire, une journée, il y a une dame qui m'appelle. Elle me dit, je vous ai entendu parler à quelqu'un d'autre. J'ai tellement aimé ce que vous avez dit. Elle dit, moi, j'ai des problèmes. Puis j'aimerais trouver quelqu'un autour qui m'écouterait, qui pourrait éventuellement m'aider. Pas nécessairement un médecin, mais, tu sais. Et je devais quitter ce matin-là pour quelques jours. Je lui ai dit, à mon retour, je vous appelle, on prend un café, puis on parle de vos problèmes. Ça n'avait rien à voir avec son logement, avec la résidence comme telle, puis tout ça, mais c'était cette relation humaine qu'elle n'avait pas trouvée. Elle était là depuis quelques années. Je suis revenu, j'ai appelé, je n'ai pas pu la rejoindre. Elle s'était suicidée. Quand on cherche un appartement, une résidence, un foyer, un habitat, on prend en considération toutes sortes de choses que j'appelle matérielles. Le coût du loyer, la proximité des parents et des proches, l'environnement immédiat, les services offerts, les loisirs disponibles et notre propre condition humaine, physique et intellectuelle. On a presque tous connu, je vois des têtes blanches en quantité, on a presque tous connu un changement important dans notre vie plus ou moins récente. Plusieurs de nos connaissances aussi vivent et vivront sous peu dans un environnement différent, de familial à sociétal. Dans ce nouvel environnement, certains aspects étaient probablement méconnus et nous devons tous nous y familiariser rapidement. Ce qui m'amène à parler du vieillissement. On vieillit tous. De 30 à 60 ans, c'est probablement la période de la vie où il se passe le plus de développement pour la majorité des gens. On termine des études, on oriente sa vie professionnelle de façon plus ou moins définitive, on fonde une famille, on voyage et on enrichit nos connaissances des êtres et des sociétés, mais on commence également à perdre des parents et des proches. Un élément important de la vie en société se manifeste alors. Les relations avec son entourage, immédiat et ailleurs, qui se créent profondément parce que ces liens forment l'essentiel de notre environnement et justement cet environnement humain et aussi matériel influence notre comportement. Je ne vous dirai pas en détail ce que j'ai appris en m'imposant 90 jours de prison avec la connivence, répétez pas ça à personne,
d'un juge et d'un gouverneur de prison. On a tellement dit puis entendu que c'est en prison qu'on apprend le crime puis comment on doit faire des mauvais coups sans se faire prendre. Il y a du vrai là-dedans. Mais de 60 ans à 80, là, on prend de plus en plus conscience de choses plus importantes dans notre propre vie. Et dans cette période de notre existence, les valeurs acquises, plus morales que matérielles, qui servent à tisser la qualité de vie qu'on envisage pour les dernières années de notre existence. La perte de parents et d'amis nous force graduellement à se replier sur notre propre existence. On se demande ce qui va nous arriver et inévitablement, on se pose des questions et on se demande en dernier lieu comment et où nous allons mourir. Ma réflexion m'a poussé à étudier cette situation et le mot « solidarité » m'est venu à l'esprit tellement souvent que je me suis décidé à proposer à certains résidents de l'immeuble où j'habite d'élaborer un plan d'action pour mettre sur pied un outil de rapprochement entre les résidents susceptible d'alimenter un fort sentiment d'appartenance et de solidarité entre personnes qui habitent et partagent un même lieu d'habitation. Quand on cherche un logis, une résidence, un appartement, une maison, on regarde beaucoup plus les questions, je dirais, matérielles. Mais vivre en société, c'est aussi tenir compte de notre entourage. Et ça, on a beau avoir des Claude Paré qui font un travail extraordinaire, mais c'est pas facile de savoir que les gens qu'on va rencontrer vont éventuellement devenir des personnes que nous allons côtoyer pendant un certain nombre d'années. Vous avez entendu comme moi qu'une personne âgée dit souvent « À mon âge, j'ai plus de passé que d'avenir ». À cette personne, je réponds « Vous avez sûrement raison quant à l'âge, mais le soleil qui se couche peut être aussi intéressant que le lever du soleil. » C'est au figuré, là. Moi aussi, je me fais dire qu'il reste une minute. Non, j'ai dit 30 secondes. 30 secondes. Un petit paragraphe que je veux vous lire. Ces petits sourires en coin, ces blagues hésitantes pour ne pas blesser, ces bonjours enthousiastes et quoi encore ont remplacé cette année. Les cannes, les marchettes, les démarches et les conversations brèves qui en disent long sur les personnes que l'on côtoie presque quotidiennement. Quand nous recherchons un domicile pour nos prochaines années, nous ne pouvons pas voir et entendre ces choses qui enrichissent tellement notre environnement. Quand je mourrai, après m'être enrichi de ces aînés côtoyés pendant tant d'années, j'espère pouvoir rire un peu et que ceux qui restent, eh bien, qu'ils pleurent un peu. Merci. Merci, M. Plessis. Merci.